quotidien. J'aimerais poser deux petites questions. La première, c'est concernant l'hypothyroïdie centrale. Parce que ça pose un problème et c'est pas toujours facile de suivre. Évidemment, avec la TSH, ça pose des problèmes. Avec la HT4, il y a souvent des discordances. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est l'utilisation de la thyroxine dans le traitement des nodules thyroïdiens, simples, sans thyroïdique, etc. Je vais aller vite. Et donc, pour l'hypothyroïdie centrale est caractérisée typiquement par une valeur basse de la T4 et TSH inappropriée. Souvent normale, quelquefois modérément accrue, rarement basse. Rarement basse, parce que dans des hypophysectomies, il n'y a plus qu'une chose de TSH. Dans l'hypothyroïdie centrale, il y a des altérations de la glycation de la TSH et qui fait que cette TSH produite est biologiquement moins active. C'est pour ça que le TSH détectable, mais qui n'est pas active, c'est pour ça que la T4 est basse, elle n'est pas active, elle est normale. Donc c'est la reconnaissance. L'hypothyroïdie centrale est exceptionnellement isolée. Même au plan congénital, il y a souvent d'autres signes syndromiques qui fait qu'on n'a pas isolément une hypothyroïdie centrale. Ouais. Donc quand on corrige, il a été montré que les besoins en hypothyroïdie sont les mêmes. Pour aller vite, le plus simple, c'est de calculer la dose, un niveau, 1,65 par le poids, et c'est la dose qui doit équilibrer le sujet. Donc vous donnez ça. Après, les critères d'évaluation sont différents. On vous dit qu'il faut amener la T4 à la limite supérieure des normes. Mais au fond, on a bien vu que quand on a une hypothyroïdie, la T4 peut être augmentée de 10 jusqu'à même 20% dans certaines équipes, qui montre que la T4 doit être d'accord. Au fond, mettre la T4 à la limite supérieure des normes n'équilibrerait pas tout le monde. Après, on dit que la TSH n'a pas d'intérêt dans la connaissance et l'adaptation du traitement de l'hypothyroïdie centrale. Ce n'est pas exact, parce qu'il était montré que dans l'hypothyroïdie centrale, il y a une corrélation entre le taux de T4 et le logarithme de la TSH, mais à un niveau beaucoup plus bas. Et qu'en réalité, vous avez une TSH qui est élevée ou normale, et quand vous mettez l'antibiotique, la TSH baisse. C'était montré en Israël. Et donc, c'est que les gens sont bien équilibrés quand vous avez proche de 0,01. Donc la TSH redevient un marqueur d'adaptation. Mais c'est discuté, ça mériterait pour beaucoup de temps, je ne vais pas insister. Après, la deuxième question que vous aviez posée, c'était sur l'opportunité de la TSH, non pas comme substitution, mais comme un traitement freinateur. L'hormonationnel, c'est compliqué. On croit que c'est toujours un traitement substitutif. Mais en réalité, c'est aussi un traitement antitumoral. Par exemple, quand les gens ont un goitre, vous mettez sous un goitre, ça va diminuer. Si vous avez un malade qui a une hypothyroïdie chronique, très sévère, notamment congénitale, vous avez des adénotyrotropes. Si vous avez un thyroïdienne, l'hypophyse va réduire le volume, ça donne bien l'effet antitumoral. Donc c'est aussi un traitement immunosuppresseur, qui fait que par exemple, c'est une hypothyroïdie, vous pouvez baisser la TSH, mais aussi les types d'anticorps antithyroïdiens. Et c'est même un neuromédiateur. La T4 est un précurseur neuromédiateur. C'est pour ça que ça a été montré chez les insuffisants cardiaques, par exemple, post-opératoires, des gens qui ont été opérés du cœur, quelquefois on fait de la T3 libre en intraveineux direct, on a un effet tonique sur le cœur. Et donc, ce n'est pas un effet hormonal, parce que la thyroïde, c'est long. Et en fait, l'hormone thyroïdienne perd 3 électrodiode, s'ouvre, il y a un cycle qui s'ouvre, ça devient un neuromédiateur qui est un tonique cardiaque. Mais c'est très compliqué. Quand on donne l'hormone thyroïdienne, on croit qu'on donne l'hormone, c'est comme ça, mais en réalité, c'est un effet très très complexe. Et notamment, vous évoquez l'effet tumoral vis-à-vis des nodules thyroïdiens. Donc, il y a des. Garib a dit que ça servait à rien. Il a dit dans New England, et c'est une étude qui est méthodologiquement extraordinairement critiquée, parce qu'il a pris des malades, il n'y avait pas de contrôle, bref. Et d'autres enquêtes ont montré, notamment en Europe, que ça marchait. Donc, nous, on avait conduit une enquête sur les nodules, et on a montré que, versus du placebo, il y avait plus de régulation des nodules thyroïdiens, il y avait moins de dystrophie périnodulaire, et que sans doute, c'était un traitement qui était utile. Est-ce que c'est un traitement qui est anodin? Sûrement pas si vous faites des valeurs inférieures aux valeurs usuelles. On a montré que si vous mettez la T4 aux valeurs normales basses, la TSH aux valeurs normales basses, vous aviez le même effet freinateur que si vous abaissez la TSH en dessous du norme. Donc c'est un traitement qui est utile, mais pour un nodule bénin, est-ce que c'est utile d'empêcher la croissance? C'est pas sûr. Moi, la seule utilité que personnellement j'utilise, c'est ces malades qui viennent, dont une femme qui a 28 ans, sur un nodule, vous avez toutes les caractéristiques de bénignité. Vous voyez une dystrophie périnodulaire. Et vous voyez la mère qui accompagne sa fille en consultation, qui a elle-même un poids multinodulaire, et que la grand-mère qui attend dans la salle d'attente, elle a été thyroïdectomisée. Vous êtes certain que cette femme, un jour ou l'autre, elle fera comme sa mère et comme sa grand-mère. Elle évoluera vers le
boîte multinodulaire. Donc au fond, c'est le bon âge, si vous voulez, pour mettre sous traitement par l'hormone thyroïdienne, TSH normale basse. Et souvent on interrompt après la cinquantaine parce que, au fond, même TSH normale basse, le plan cardiaque comme le plan osseux, c'est peut-être pas anodin. Donc si vous voulez, c'est plutôt pour aller vite, au fond, la position. Merci. Ah, oui, La prise de nocturne, est-ce qu'elle affecte le sommeil? C'était montré que la tolérance est la même. Donc non. D'accord, pas de souci. Madame Slem. La valeur normale basse, elle est à combien? C'est quoi la norme? C'est les valeurs usuelles, d'accord? Souvent on considère que c'est 0,3 à 4, pas 0,3 à 2,5, un 0,3 à 4. On inclut les malades qui ont des anticorps comme la dystrophie. Et c'est chez le sujet âgé, à partir de quelle valeur de TSH? À quel âge on est âgé? Par exemple, pour l'hypothyroïdie, on fait partie du consensus européen sur l'hypothyroïdie subclinique. Et donc, on a montré que, par exemple, ce qui est assez formel, c'est qu'on traite l'hypothyroïdie subclinique quand on a un goitre, quand on a du cholestérol, si on a un projet de grossesse, si on est enceinte. Et on va assez plus faciliter s'il y a des anticorps antithyroïdiens. Donc ça, c'est des critères. Puis après, on a montré que les gens qui vivaient chroniquement avec le TSH à 7 ou 8, par exemple, faisaient plus de mortalité cardiovasculaire. Donc c'est pour ça qu'il y a un courant pour dire qu'il vaut mieux traiter ces gens. Mais on a montré aussi que chez les gens âgés, quand on a 80, 90 ans ou 100 ans, la TSH est souvent élevée. Par exemple, beaucoup de centenaires ont souvent plus de 10. Et qu'on pense que si on les avait traités, ils ne seraient pas devenus centenaires. Et donc la discussion a été de dire, au fond, sans doute prenons l'hormone thyroïdienne chez les gens jeunes, et puis ne la prenons pas chez les gens d'un certain âge. Donc la discussion entre nous, c'était de dire quand est-ce qu'on est jeune, quand est-ce qu'on est vieux. Et donc moins de 60 ans, on est jeune, plus de 70 ans, on est vieux. Entre les deux. La dernière question, les doses hebdomadaires, les doses de doses. Ouais, vous faites la même chose. Donc vous calculez avec le 65 par le poids, multiplié par 7, et vous donnez la dose. Vous avez compris, hein? 1,65 par le poids du sujet, multiplié par 7, tout en usine. Je l'ai jamais fait. Est-ce que le jour où ils le prennent, ils n'ont pas des effets calculés? Non, c'était montré, enfin, il n'y a pas de stabilité, mais au bout de 2 mois, 3 mois, il y a une stabilité. Là, c'est un cumul. Tu fais de la longue de l'enfant. Madame Slem. Alors, hypothyroïdie et grossesse. Première question, une femme hypothyroïdienne devient enceinte, est-ce qu'on modifie les cibles thérapeutiques? Deuxième question, une femme enceinte a un dosage de TSH qui n'est pas dans la cible. Est-ce qu'il faut traiter vraiment pour les TSH à 4 ou 5 comme certains le traitent? D'accord, c'est des questions d'intérêt tout à fait actuelles. Donc les besoins d'hormones thyroïdiennes augmentent dès la conception. Très vite on produit des oestrogènes, on augmente très vite un TBG, et donc l'hormone est mieux liée. C'est pour ça que les besoins augmentent. Et secondairement, ils augmenteront aussi parce qu'il y a un transfert de l'hormone thyroïdienne vers le liquide amniotique et vers le fœtus, et donc c'est comme ça que les besoins augmentent. Donc en général, on budget quelquefois 50, mais le plus raisonnable, c'est de faire 30%. Un sujet à 100 microgrammes de levothyrox, et vous lui dites, dès que vous avez un retard de règle, le test de grossesse est positif, vous augmentez la dose tout de suite, d'accord? Et vous augmentez de 30%. Vous passez par exemple à 137,5 microgrammes. Et 6 semaines plus tard, vous vérifierez que la TSH est normale. Il ne faut pas faire ce que font les médecins. On veut remplir s'il faut. Pourquoi? Parce que le fait que tout se joue dans les 2 premiers mois, c'est le moment où on fait la thyroïde fétale ne fonctionne pas. Et quand on voit, si vous avez le bonheur d'être enceinte de femmes jeunes de ça, on fait la première échographie, vous voyez une énorme tête et un tout petit corps. Et donc c'est le cerveau qui consomme des hormones thyroïdiennes. Donc si on ne donne pas la bonne dose, on va montrer qu'au fond il y a des effets délétères. Et donc la norme de TSH est un peu différente, c'est plutôt entre 0,2 et 2,5 au cours de la grossesse. Donc il y a une discussion, est-ce que le fait d'avoir 4, 5, 6, 7, 8, ça a joué? Les vieux travaux montraient qu'il y avait une amputation du QI, les travaux récents ne semblent pas vraiment le confirmer. Très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas actuellement ce qu'il faut faire, mais au fond, l'hormone thyroïdienne, c'est pas dangereux, et donc vous êtes plutôt dans l'attente, au fond, un terrain proche de, plutôt un peu en dessous de 2,5 qu'au-delà. Donc, c'est pas scientifiquement démontré. Donc, c'est pas établi là-dedans, mais en TSH. D'accord? Mais il ne faut pas dramatiser non plus, parce que quand vous passez de 2,5 à 6 de TSH, au fond, le taux de T4 libre est infime, la quantité de T4 libre est vraiment très faible. C'est pas un gros souci, c'est pas le problème. C'est pas le problème des grossesses.
Hier, je vous ai parlé de notre patiente qui est suivie encore dans notre service pour une hypothyroïdie post-opératoire qui a été mise sous L-thyroxine. Et c'était pas chez nous, c'était chez un médecin de libre pratique. Apparemment, elle a répondu au début, mais partiellement à la L-thyroxine. Puis, le médecin a remarqué entre guillemets, la résistance à la L-thyroxine. Et elle nous a été adressée dans le service. Donc, elle est venue avec 300 microgrammes de L-thyroxine. On a vérifié la prise par l'interrogatoire, mais sachant qu'elle avait une TSH supérieure à 100 et une FT4 inférieure à 0,4, la limite inférieure du laboratoire. Et donc, on a fait le test de surcharge. Elle a reçu 600 microgrammes et elle n'a pas répondu. Sa FT4 est toujours basse. Et elle ne prenait pas de médicaments, elle n'a rien de particulier, elle n'a pas de terrain psychique. On a fait une fibroscopie pour éliminer un problème digestif. La fibroscopie est normale et la biopsie est normale. Et les anticorps pour la maladie cœliaque étaient négatifs. Et on s'est procuré de la L-thyroxine injectable et on lui a donné 6 ampoules de L-thyroxine. Et rapidement, sa FT4 a augmenté et sa TSH a baissé. Elle a frotté la normalité. Le problème que chez notre patient, donc apparemment, elle a un problème, apparemment, on n'est pas sûr de malabsorption de la L-thyroxine. Et se pose le problème de traitement parce qu'on n'a pas la L-thyroxine injectable. Donc, elle est actuellement hospitalisée et elle a une insuffisance urinienne probablement fonctionnelle. Elle est sous Cortef. Et le problème donc, thérapeutique se pose énormément chez cette patiente. Ce qui m'interpelle, c'est que vous dites au tout début, quand il y a eu la thyroïdectomie, quand on était en mode ça marchait, mais imparfaitement. Mais ça marchait quand même. D'après le médecin de libre pratique, parce qu'elle était Voilà. insuffisante. D'accord. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même un peu troublant. D'accord? C'est qu'au fond, au début, ça marchait. Comment se fait-il qu'elle aurait développé maintenant une malabsorption de cause cryptogénétique, puisque vous n'avez pas d'autre évidence? C'est le premier point. Après, le deuxième point, je vous disais que le test d'absorption, il faut prendre avec prudence et que quelquefois les gens ne prennent pas le comprimé. Il faut se rendre compte, on est dans le cadre même de perversité, de comportement. D'accord? Il faut quand même se méfier. Et je vous engage, si vous voulez, à refaire le test, comme vous le disiez, avec des gouttes de thyroxine. Et donc, à bien diluer dans une grande quantité d'eau. Donc, vous êtes sûr que le malade ne peut pas garder un petit peu d'eau dans la bouche. Vous n'avez que les gouttes, d'accord? Mais si jamais vous le faites avaler, vous êtes bien sûr que, quand vous faites parler après, que le malade a bien été obligé de boire. Je vous engage, au fond, à le faire aussi. Donc, je suis sceptique. Mais c'est du scepticisme positif, hein, pas sceptique sur ce que vous dites, hein, bien entendu, mais sur une situation comme ça, acquise, étonnante, inhabituelle, exceptionnelle, on fait de malabsorption isolée du taux de la T4, mais je disais, ça peut exister, et la preuve ici, c'est que ce n'est pas une augmentation des besoins, d'où viendrait cette malabsorption spécifique et acquise de T4, je suis sceptique. On a revu la littérature, il y a 2 cas qui ont été rapportés dans la littérature et ils sont traités par la L-thyroxine injectable. Bon. Le problème, c'est que cette patiente, on lui a donné les comprimés qui se dispersent dans l'eau. On lui a dit, tu la prends après dispersion, et quand même, elle n'a pas corrigé. On lui a donné du Sinomel et elle n'a pas corrigé. Bon, je vais publier, ça sera le 3e. Le problème, c'est le traitement, parce que c'est une patiente jeune, et qui maintenant, donc, en insuffisance surrénalienne, elle risque de faire le coma myxodémateux. Pourquoi pourquoi est-ce qu'elle fait une insuffisance surrénale? Fonctionnelle, peut-être, je ne sais pas. Donc avec ACTH passe. Elle prend pas de cortisone? Non, on l'a mis sous hydrocortisone. Mais avant, c'est parce que les cortisone bas et l'ACTH bas que les gens sont insuffisants surrénaux. Et quelquefois, ça veut dire qu'on trouve une valeur basse de cortisone et de l'ACTH, et l'explication la plus fréquente, c'est la corticothérapie. Non, elle n'est pas sous Vous corticoïde. l'avez compris, mais vous ne l'aviez pas prescrit la corticothérapie, c'est pas pour autant que les gens n'en prennent pas. Il y a des pathomimies. Un jour, si vous m'invitez au bal de pathomie, j'adore, et comme d'autres gens, je veux dire, c'est incroyable, parce que tout ce que les gens peuvent inventer, et pour lequel on fait, on leur donnerait le bon Dieu sur profession chez nous, donc c'est que, au fond, on croit vraiment ce qu'ils disent, et pourtant, c'est quand même une pathomie. La cause la plus fréquente de cortisone bas de la CTH basse, c'est la pathomie. Mais pardon, c'est le même contexte.
on a fait le bilan. Initialement, la cortisolémie était normale. J'ai cru compris. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait maintenant une insuffisance corticotrope acquise, isolée, associée à une maladie de la thyroïde? C'est étonnant. Mais vous pouvez publier. Merci. Le président nous dit qu'on est à fond, donc je crois qu'il faut continuer. On va continuer. La question, c'est les femmes qui font une fausse couche à répétition parce qu'elles ont les anticorps anti-TPO élevés et elles sont agressées par leur gynéco pour faire baisser les anticorps anti-TPO, parfois avec une DSH convaincue. Il n'y a pas d'hypothyroïdie. Que peut-on faire pour cette femme? On peut beaucoup prier, donc c'est extraordinairement fréquent. Énormément de femmes qui ont des maladies thyroïdiennes auto-immunes ont eu ou auront des problèmes de fausse couche. Et quelquefois, quand je vois une dame qui fait une maladie de base d'eau, et puis elle me dit j'avais déjà eu 4 fausses couches. Donc c'est loin d'être rare. Et donc c'est mal compris. Donc quelquefois on pense des dysfonctions thyroïdiennes subtiles. Et donc c'est comme ça que les gens mettent sous hormones thyroïdiennes en disant on fera peut-être baisser les anticorps, puis ils ont un meilleur climat hormonal, puis quelquefois ça marche. Corrélation n'est pas raison, on ne sait pas. Quelquefois, c'est lié aussi à l'âge. On a montré que les titres d'anticorps antithyroïdiens montent avec l'âge, et la fertilité diminue avec l'âge. Donc il y a cet effet confondant, on trouve plus d'anticorps, simplement parce que les sujets sont plus âgés. Et du coup, ils sont dans une situation d'infertilité relative, du fait de la diminution de la réserve ovarienne. Il y a des enquêtes qui ont été faites, on peut mentir en milliardienne, puis les anticorps ne sont pas tout à fait bien établis aussi. Puis après, vraisemblablement, c'est assez extraordinaire qu'un sujet réussisse à accepter un enfant. Un enfant, c'est un corps étranger, la moitié du patrimoine vient du père, la moitié vient de la mère, et au fond, il faut tolérer son enfant. Et peut-être que ces gens qui ont une propension à faire des anticorps antithyroïdiens, au fond, font pas mal d'avortements spontanés, plus fréquemment que la moyenne. Les avortements spontanés, c'est extrêmement fréquent. Une enquête, 30% des grossesses sont suivies d'avortements spontanés, et les femmes souvent ne le savent pas. C'est-à-dire qu'avant même les règles suivantes, au fond, elles ont déjà perdu l'enfant, mais au fond, elles n'ont jamais su qu'elles ont été enceintes. Et donc c'est quelque chose qui est plus fréquent sur des anticorps parce que peut-être c'est un phénomène qu'on fait d'auto-immunité. Quelquefois on recherche les stigmates des maladies déportives auto-immunes, des anticorps anticardiolipides, des anticorps immunosupprimants. C'est très rare d'en trouver. Le syndrome des anticorps auto-immunes en est un exemple. Et au fond, il y a peut-être une prédisposition à rejeter au fond, ce corps étranger qui est le fœtus. Donc c'est quelque chose qui est troublant. Donc des gens ont fait de l'hormone, des gens ont fait de l'aspirine, des gens ont fait des corticothérapies, des gens ont fait des immunoglobulines polyvalentes. C'est publié comme une actif. En réalité, c'est loin d'être certain. Donc je sais pas. Dans le même La dernière question. Dans le même sens. Oui. Dose hebdomadaire d'hormones thyroïdiennes. Est-ce qu'on peut la concevoir chez quelqu'un, chez un patient qui n'a jamais été traité par les hormones thyroïdiennes? Parce que j'ai bien compris, c'est finalement un traitement qu'on donnerait chez des patients qui seraient résistants, enfin entre guillemets, c'est la partie de ma question, est-ce qu'on peut le faire? Et puis par rapport maintenant à la dose quotidienne des hormones thyroïdiennes, partant justement du fait qu'on peut donner des hormones thyroïdiennes à une dose de charge hebdomadaire, et par la suite les observations en pratique clinique et par la suite le test de charge en hormones thyroïdiennes, pourquoi on ne donnerait pas chez des patients qui n'ont pas de problème cardiaque, qui ne sont pas âgés, finalement la dose totale quotidienne calculée selon 1,6 microgrammes kilo, d'emblée chez les patients chez qui on fait le diagnostic de l'hypothyroïdie. D'accord. Moi je ne l'ai jamais fait, donc c'est pour ça que je ne vais pas parler d'expérience.
Donc, c'est prôné par exemple chez des gens pour lesquels on a un doute sur la qualité de l'observance. Donc, c'est fait avec quelqu'un de la famille, pour des gens âgés en particulier. Donc, c'est plus simple de le faire une fois par semaine, vivement dimanche matin, je ne sais quoi. Donc, c'est assez simple. Hein. Des gens qui travaillent postés, par exemple, qui travaillent tôt le matin, ou des infirmières, je ne prennent pas de petit déjeuner, je ne sais pas quoi. Et donc, de temps en temps, ça se lève tard, de temps en temps, ça se lève tôt. Donc, au fond, c'est plus simple d'avoir une stabilité, c'est également ce qui est dit. Hein. Donc, mais le faire d'emblée pour les gens, vous avez le temps d'installation des hormones au début, hein, vous ne pouvez pas imaginer que vous avez un équilibre parfait d'emblée. Il faut attendre plusieurs semaines avant d'arriver à une certaine stabilité. C'est pour ça que sans doute c'est pas très logique de le faire pour le commun des mortels. Donc je pense que c'est une réserve, par exemple pour la patiente qui a évoqué tout à l'heure, c'est pas inintéressant. Regardez si en prenant toutes les semaines avec quelqu'un, on réussit à avoir une meilleure stabilité que par entéral, par exemple. Et donc c'est pas un traitement de routine. Sûrement pas. D'accord? C'est pas l'avenir non plus. Une dernière question, s'il vous plaît. C'est jamais rien. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que le régime sans gluten et le sélénium peuvent avoir un effet sur les anticorps antithyroïdiens? Les allergies au gluten existent dans la maladie cœliaque, donc elles sont biologiquement prouvées, histologiquement prouvées. Les histoires d'allergie au gluten qu'on raconte maintenant, qu'on colporte parce que les nutritionnistes veulent exister, c'est des délires, hein, c'est délirant. C'est vraiment des gens qui encore ont besoin d'être reconnus, être source d'intérêt, c'est stupide. Donc je ne crois pas qu'il y ait un rapport entre ces soi-disant allergies au gluten prouvées et l'autoimmunité. Notamment quand on traite les maladies cœliaques, par régime sans gluten, on va baisser les anticorps, on ne va rien faire. Les anticorps antithyroïdiens, ce sont des cousins germains, il n'y a pas de corrélation de lien. Après, vous évoquiez cette relation entre anticorps antithyroïdiens et puis le sélénium. Alors, le sélénium, c'est l'antidote de l'iode. Hein, comme je disais hier, I- devient I+, c'est l'iode, c'est un oxydant, c'est très toxique. Et le sélénium vient tamponner cet effet d'oxydation. Et donc, c'est comme ça, sans doute, on fait que le sélénium diminue l'auto-immunité. Ça a été montré, par exemple, dans le Blaslovien, qui a un petit bénéfice à donner du sélénium. C'est pas spectaculaire. Donc c'est un protecteur, et peut-être, en fait, il y a des carences en sélénium alimentaire, mais au fond, personne ne sait la carence en sélénium. En Indonésie, vous devez l'ignorer, mais en France, on ne sait pas la norme des taux de sélénium, on ne sait pas bien non plus avec quoi on peut corriger. Je ne sais pas. C'est un cadre intéressant, mais qui n'est pas définitivement clos. C'est l'objet d'étude. Merci beaucoup. Je sais l'occasion. En France, on a cherché une seule fois la technologie. Alors, le problème majeur ici, nous avons des appels d'offres chaque année pour avoir tout le temps chaque forme ou chaque dosage de thyroxine. Donc, on se retrouve tous les ans à changer de thyroxine. Nous avons actuellement l'évothyrox pour le 25, 75, 125, le Belthyrox pour 50, 100 et 150, du Thyro 4 pour 100, et donc ça change tous les ans, et je crois que notre société a le devoir d'arrêter ce fléau, parce que c'est inconcevable. Au moins, si on veut faire des appels d'offres pour toute la gamme, et pour 5 ans, au moins, on ne peut pas avoir ce problème. On commence la présentation du cas clinique.